Le système arrive à bout de souffle. Et du coup, il faut impérativement essayer de changer de mindset. Ça peut paraître schizophrénique, pour autant, ça s'impose à nous. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Jamel Bouanda, le directeur de la transformation de Ramsay, un acteur majeur des cliniques privées en Europe. Jamel, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu es donc l'un des dirigeants du groupe de cliniques privées Ramsay. J'ai détecté un sujet qui est assez préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 35 milliards d'achats de matériel médical par an public-privé et simplement 10% revient à la medtech française. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme tu le sais, j'ai occupé des fonctions de directeur achat, donc c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher. Quand on regarde le marché de manière assez globale, on voit qu'il y a une forte présence des industriels américains, des industriels asiatiques. Tu as des statistiques par rapport à ça ? C'est quoi, 80% américain ? Tu m'as appris beaucoup de choses sur le sujet. J'ai vu qu'effectivement, il y a une majorité de nos achats sur ce type de produits qui sont réalisés avec des entreprises américaines, sans surprise. Et quand tu avais fait un sondage, je pense qu'intuitivement, tout le monde arrivait à cette conclusion. Et on ne peut pas faire sans les Américains, ça serait une utopie, enfin, ce serait même ridicule de le penser en réalité. Sur le court terme, tu as raison. Après, à moyen long terme, j'ai envie de dire, c'est une question de stratégie, de volonté politique. Est-ce qu'on veut se réapproprier une industrie à l'échelle française, au sens large, et y compris des dispositifs médicaux et est-ce qu'on a envie de pouvoir asseoir une souveraineté sur ce sujet-là ? Je pense qu'on n'a pas suffisamment tiré les enseignements du Covid, où on était à la peine pour trouver ne serait-ce que des masques. On a vu plein de gens devenir couturiers du jour au lendemain pour essayer de venir et de subvenir aux besoins des établissements de santé pour fournir des masques. On a eu le sujet équivalent sur des respirateurs qui venaient de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a eu des grandes annonces de fait. Néanmoins, quand on regarde la photo aujourd'hui, on a le sentiment d'être dans le même panorama et c'est celui que tu décris. Est-ce que lorsque Ramsay achète française, qu'il y a des bonus ? Un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a deux produits équivalents. Si le produit américain coûte 130 et que le produit allemand coûte 100, il y a l'obligation pour les établissements américains d'acheter le produit américain, même s'il est plus cher. Et il y a donc un bonus qui permet de rééquilibrer. Je n'ai pas connaissance de ce dispositif. donc ça existe Pour moi, ça n'existe pas. Et je pense... Mais il n'y a pas d'incitation de la part des pouvoirs publics auprès du premier groupe de cliniques privées, donc Ramsay. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation, mais pour aller plus loin, je pense qu'il n'y a même pas de stratégie politique affichée. Aujourd'hui, il n'y a rien. Alors peut-être dans les discours, effectivement, mais il n'y a rien dans les textes qui va inciter, et pourtant il y a différents moyens de le faire. Il n'y a pas que la dimension économique pour inciter le régulateur. Il a la possibilité d'intégrer des exigences sur le mode de fonctionnement des établissements, et il pourrait nous inciter, mais aujourd'hui cette attente, elle n'est pas exprimée, elle n'est pas affichée, et elle ne se traduit d'aucune manière. Et la dimension, on va dire, de production locale et la prise en compte de l'impact environnemental global d'un produit peut faire partie des critères de choix. Mais c'est au bon vouloir, quelque part, du décideur et du payeur. Rien à voir avec le protectionnisme américain, avec le Buy American Act, qui est même monté jusqu'à 75% chez Trump. Non, aujourd'hui, c'est libre, et puis que Ramsay achète français, chinois, japonais ou allemand, et les pouvoirs publics, pour eux, c'est pareil. On n'est absolument pas dans le cas américain. Il y a une notion de libre-échange que tu évoquais. Après, nous, on est soucieux du fait qu'on est financé principalement par l'État. Donc, on utilise des deniers publics et on intègre cette notion autant que possible dans les choix qu'on fait. C'est-à-dire ? Si je peux te donner un exemple assez illustratif, on n'est pas sur du medical device, mais on est sur des véhicules utilitaires pour les établissements de santé. On nous a présenté récemment un dossier avec une offre hyper compétitive des constructeurs de voitures électriques et de constructeurs chinois. On a fait le choix, parce qu'on est une société principalement basée en France, payée par des financements publics, on a choisi de ne pas retenir les constructeurs chinois dans notre politique d'acquisition de véhicules pour les hôpitaux. Et donc, c'est des véhicules français ?
Principalement, français et européens. Et en ce qui concerne la medtech, on a à peu près la même réflexion? Quand c'est possible, quand c'est possible. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui ne sont plus produits en Europe et en France. Eh oui, mais Et c'est donc, même une majorité. c'est une très large majorité. Et du coup, on est moins confronté à ce genre de situation. Dans quelle situation est Ramsay aujourd'hui? Vous dégagez énormément de bénéfices, je suppose. J'aimerais bien. On est une société cotée, nos comptes sont publics. On vient de communiquer les derniers résultats. Et sur cet exercice, pour la deuxième année consécutive, malheureusement, on annonce une perte d'un peu plus de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros À en l'échelle France? en France. Pour le groupe, pardon. Pour le groupe. La situation économique et j'ai envie de dire la situation du système de santé français nous oblige à prendre des décisions drastiques de rationalisation de l'offre de soins. Et si je peux vous citer un exemple, on avait un établissement de santé pas loin d'ici, dans le 15e, une clinique, que nous avons dû fermer pour relocaliser les activités sur d'autres établissements. Okay. On avait encore récemment une maternité basée à Versailles, dans un de nos établissements, qui a été transférée dans un autre établissement de proximité. Et donc, il y a une vraie dynamique de réflexion sur l'offre de soins du territoire pour rationaliser ce que l'on fait et potentiellement envisager soit des fermetures de services, voire des fermetures d'établissements, des situations qu'on évoquait dans peu de cas historiquement. Ça rentre dans ton périmètre, ces transformations au niveau du groupe? Tout à fait. On a besoin d'anticiper les évolutions du secteur avec une réduction des durées de séjour, avec une gestion de la relation avec le patient hors les murs, une digitalisation qui devient de plus en plus forte, la nécessité d'assurer une coordination entre les différents acteurs. Et ce qui nous distingue et ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est qu'on essaye d'être présent sur les principales étapes du parcours de soins. On était historiquement exclusivement sur des cliniques et des hôpitaux et on essaye, en s'inspirant de modèles que l'on a découverts dans les pays nordiques et en Suède en particulier, d'être encore plus présent dans la médecine de ville pour se rapprocher, et on va en parler, de la prévention et faire en sorte qu'on puisse proposer aux patients un continuum dans sa prise en charge et pour l'orienter au bon endroit. Alors justement, tu me tends la perche sur la prévention. Je ne voulais pas en parler, mais on y... Parce que, en fait, la prévention, c'est presque antinomique avec des établissements qui soignent des malades. Si on fait de la prévention, il y a moins de malades, et donc on soigne moins. Donc le business model de Ramsay, on a un peu de mal... Enfin, moi, perso, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Donc pourquoi Ramsay irait vers la prévention? Le système arrive à bout de souffle. Il a été conçu, il a été efficace pendant de nombreuses années, mais il a été conçu pour produire du soin. Oui. Dans un contexte où on a, et on le sait, structurellement de moins en moins de médecins, structurellement de moins en moins d'infirmières. On a aussi de plus en plus de patients avec des maladies chroniques. Okay, l'allongement, le vieillissement de la population fait qu'on va avoir de plus en plus de malades. Et on a aussi... Donc on va être saturé, quoi. On est déjà saturé. On est déjà saturé. Donc il y a trop de patients. On a trop de patients et il faut arrêter de courir après, je dirais, un modèle ou vouloir à tout prix installer un modèle qui va continuer à produire du soin. La solution, elle n'est pas là. Un, elle est trop coûteuse et deux, elle n'est pas réaliste. Et du coup, il faut impérativement essayer de changer de mindset pour se dire... Il faut qu'on arrive à prévenir la maladie et à se positionner sur la prévention pour faire en sorte que notre métier, ce ne soit pas uniquement de produire de soins, mais faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de malades, effectivement. Ça peut paraître schizophrénique, pour autant, ça s'impose à nous. Concrètement, comment toi et Ramsay, vous allez faire pour agir sur la prévention? Parce que la prévention, tout le monde en parle, même en plus haut lieu, mais... Concrètement, moi, je vois pas grand-chose. En fait, on s'inspire énormément de ce que font nos collègues en Suède. On a aujourd'hui plus d'une centaine de centres de soins primaires en Suède qui couvrent plus de 10% de la population suédoise. Et aujourd'hui, ce centre de soins primaires, il reçoit un forfait à l'année en fonction de l'âge de David, de ses antécédents médicaux, etc. Il y a un forfait. Et ce centre de soins primaires
avec ce forfait, il a la responsabilité de faire en sorte que David reste en bonne santé le plus longtemps possible. Et ça, ça existe chez Ramsay. Hein. Ça existe déjà, c'est chez nous en Suède et c'est le modèle qu'on essaie de dupliquer sur la France. Donc vous avez des établissements de soins primaires, vous prenez en charge des patients avant même qu'ils soient malades, donc ils sont sains, en bonne santé, et l'objectif c'est de les faire... C'est ça, avec des protocoles qui visent à essayer d'anticiper, de réaliser les campagnes de dépistage en fonction de l'âge, à faire les contrôles. Et qui paye ça? Qui finance? C'est l'État suédois, c'est la région, pour être précis, c'est la région. Il y a une petite vingtaine de comtés, de régions en Suède, et c'est la région qui finance ce forfait. Donc ça veut dire que ça, c'est l'avenir de Ramsay, et c'est l'avenir de la santé en France. C'est une conviction, effectivement, qui est partagée. On a bénéficié, il me semble qu'on en avait parlé, d'un article 51. Donc c'est un dispositif réglementaire qui nous permet de tester des modèles qui n'existent pas. Et on a la responsabilité de démontrer qu'on améliore la qualité, qu'on améliore la santé et potentiellement qu'on participe à une optimisation des coûts. Donc là, on a ouvert 5 centres en s'inspirant du modèle suédois, avec un modèle de forfait en France. Donc ça y est, c'est déjà actif. On est en train de le tester. Et on va bientôt arriver à la fin de la période d'expérimentation pour pouvoir démontrer la valeur que l'on apporte et éventuellement envisager de pouvoir l'intégrer comme un dispositif autorisé. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si on extrapole sur la medtech française, peut-être qu'il y a des opportunités à prendre pour les entrepreneurs de se dire qu'ils pourraient aussi imaginer des dispositifs qui pourraient convenir à ce futur business model de Ramsay. Tout à fait. Nous, on a des convictions, on pousse autant que possible, on essaye de démontrer, c'est ce qu'on fait au travers de l'article 51, mais derrière, effectivement, la transition du modèle existant vers ces modèles de prévention avec ces startups, etc., il n'est pas évident, voire compliqué. Il y a beaucoup de startups, tu le sais, qui se cassent les dents parce que justement, elles n'arrivent pas à démontrer un modèle économique viable. Aujourd'hui, le budget de la santé en France est un peu plus de 250 milliards. La prévention de tête, c'est entre 2 et 3% grand maximum. Et donc, on n'a pas... Il n'y a pas de volonté politique claire. Alors, il y a eu à un moment donné une ambition, parce que le ministre de la Santé, rappelle-toi, a été ministre de la Santé, de la Solidarité et de la Prévention, de mémoire. Et on voit que sur les derniers ministres, alors il y en a tout le temps, hein, mais sur les derniers ministres de la Santé qui ont été nommés, la notion de prévention, elle a été retirée. Quelles mesures tu pourrais prendre demain pour faire en sorte que la medtech française puisse développer son business? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que les medtech françaises sont en train de mourir. Aujourd'hui, il y a 1398 medtech françaises. Et chaque année, entre les créations et les destructions d'entreprises, c'est moins 35 tous les ans. Mais toi, qui connais parfaitement bien ce système, et parce que tu as acheté toi-même le matériel médical, entre autres, quelles mesures tu mettrais en place, simples, pour pouvoir aider à faire en sorte qu'on arrête de couper moins 3% et moins 35 sociétés chaque année? Ce n'est pas un vœu pieux, hein, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de prise de conscience. De patriotisme, c'est ça? Je pense. Quand on voit la manière dont les Américains décrètent du jour au lendemain une augmentation des taxes, etc., je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. C'est une réalité. Hein, mais je pense et le Buy American Act, c'est une réalité exactement, aussi. Exactement. Et du coup, sans forcément... alors, je ne serais pas dans une logique de protectionnisme en appliquant une méthode équivalente, mais je pense qu'il faut miser sur... De toute façon, c'est impossible. Ouais, déjà, c'est impossible. Mais au-delà de ça, je pense que je miserais quand même sur le fait que chacun, à son niveau, ait conscience de ce qui est en train de se passer. Tu vois, les chiffres que tu évoques, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous connus. Je ne sais pas si tous les décideurs, tous les dirigeants, tous mes collègues, tous ceux qui sont amenés potentiellement à faire des choix sur les produits que tu évoques, je ne sais pas s'ils ont conscience du désert qui est en train de se mettre en place. Il faudrait qu'on renforce ce sentiment de patriotisme à tous les niveaux, dans tous les corps de métier. Ça veut dire imposer la préférence nationale avec un certain quota. À hauteur de combien? Je ne sais pas, tu disais 10% tout à l'heure. Ouais. Je ne sais pas, 20, 30%. Comme en Allemagne. Cible. En tout cas, moi je pense qu'un soutien économique pour
des technologies françaises, je pense que ça pourrait être une solution. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu peux le dire d'ailleurs, mais moi je pense que dans une situation où Ramsay est aussi en difficulté, et je pense qu'on ne veut pas voir de cliniques fermées, il y a peut-être quelque chose à creuser sur ce sujet. Moi, j'ai vécu une situation, mais ça fait très longtemps, je n'étais pas dans le secteur de la santé, et j'avais en face de moi un constructeur automobile allemand. Et dans les modules qu'on leur livrait, il y avait un composant d'un fournisseur allemand qui nous était imposé par ce constructeur en disant dans le module que vous fabriquez, vous devez acheter telle pièce chez tel fournisseur allemand. Et ce fournisseur allemand, il était mauvais en qualité. Il était moins compétitif que les fournisseurs avec lesquels on travaillait. Et comme on n'arrivait pas à les faire progresser au niveau qualité, au bout d'un moment, on a décidé d'aller voir ce client. Moi, j'ai accompagné le directeur commercial de l'époque et je lui ai présenté des alternatives. Et j'ai en tête, et je me rappelle très bien de la situation parce que ça a été un enseignement pour moi. Et ça rejoint un peu le sujet que tu évoques. Bien sûr, je la connais, l'histoire. Tu la connais? Ah ouais, oui, je radote. Mais non, mais je suis content que tu mais je suis très content que tu donnes cette anecdote puisque j'allais justement t'en parler. Donc, et du coup, ce constructeur automobile, quand il a vu les propositions, et j'avais des données fiables en disant voilà, nous on a un producteur basé en France que l'on connaît très très bien, qui sera en capacité de vous livrer, de livrer le même composant que le fournisseur allemand que vous nous avez imposé. Regardez l'historique de qualité sur les volumes que l'on fait avec eux. Ils sont sans commune mesure avec ce que vous nous imposez et ça génère des vraies difficultés opérationnelles. En termes de prix, on sera en capacité d'être plus compétitif et il vous sera accordé une remise. Donc on cochait toutes les cases et l'interlocuteur allemand nous dit non, on a bien conscience des problèmes qualité, on a bien conscience de l'écart de coût, mais vous continuez à travailler avec le fournisseur allemand. Et donc ça a été une vraie leçon pour moi. Et tout à l'heure on parlait de patriotisme, tout à l'heure on parlait de préférence nationale. Là, c'était assez surprenant parce que on voit bien que ce critère-là, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer au moment où on est amené à faire un choix de fournisseur. Et je pense que ça peut être une source d'inspiration. Merci d'avoir partagé tous ces sujets avec nous, Jamel. Vraiment, c'est très enrichissant. Merci, David. À bientôt. Et bien voilà, ce que je retiens de mon échange avec Jamel, c'est qu'il faudrait un quota de 20% réservé à la medtech française dans les appels d'offres.